Salut jeune moussaillon, approche-toi et installe-toi confortablement, car je vais te raconter l'histoire du plus grand des pirates que la mer n'ait jamais connu. On l'appelait le roi des pirates, et crois-moi, ce titre n'était pas volé. Cet homme a osé mettre en péril son propre pays pour satisfaire sa soif de richesse. Si jamais tu naviguais avec un navire rempli d'or, valait mieux pas croiser son chemin, car il te ferait couler sans hésiter. Mais attention, son histoire est pleine de rebondissements et de mystères. Je suis le capitaine Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire du légendaire roi des pirates, Henry Every. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. L'histoire d'Henry Every commence le 20 août 1659 à Newton Ferrer, un village proche de Plymouth en Angleterre. Né dans une famille modeste, Every s'engage très jeune, probablement à l'âge de 12 ou 13 ans, comme marin dans la Royal Navy britannique. À cette époque, il était courant pour les jeunes garçons issus de familles modestes de rejoindre la marine, ce qui leur offrait une chance d'échapper à la pauvreté. Il sert à bord du HMS Rupert, un navire de guerre britannique équipé de 64 canons, pesant à peine 791 tonnes et mesurant simplement 36 mètres de long. Sur ce navire, alors qu'il n'est pas encore capitaine, il participe à plusieurs batailles, dont une contre un navire algérien surnommé le Tigre. Mais à 2 navires contre 1, il est difficile pour le Tigre de tenir tête. En 1688, la guerre de 9 ans éclate, opposant les forces de Louis XIV contre un peu toute l'Europe, et Henry en prend part. Au milieu de l'année suivante, lui et le HMS Rupert interceptent un convoi de navires partis de Brest. Cette victoire lui vaut une promotion et il devient second maître sur ce navire. Il y avait en tout 3 seconds maîtres et lui était le plus jeune. Malgré son jeune âge, il est transféré sur un nouveau navire, le HMS Albemarle, un navire de 90 canons. En 1690, après seulement 2 semaines à bord, il participe à une importante défaite contre les Français. Après cette défaite, il est renvoyé par la Royal Navy. Cependant, Every est un bon marin et son nouveau métier n'est pas du tout louable. À cette époque, la morale avait peu de place. Il était employé par le gouverneur des Bermudes et son travail consistait à transporter des esclaves de l'Afrique vers les Amériques. Dans ce métier peu glorieux, il est réputé par son manque de clémence envers les esclaves. Le capitaine du navire, Hannibal, également engagé dans ce même commerce, a mentionné que les esclaves étaient très méfiants après être passés par Long Ben, un surnom donné à Henry Every. Mais au printemps 1693, un riche marchand anglais et député du nom de Sir James Houblon veut relancer l'économie de l'Angleterre. Il ouvre une entreprise et fournit 4 navires de guerre. L'objectif de l'entreprise était de piller les navires échoués, de réapprovisionner les Espagnols en armes, et si on pouvait couler quelques navires français sous le nom des Espagnols, ça serait un bon plus. Les investisseurs, qui étaient privés, s'engageaient à très bien payer les marins. Every, fort de son expérience précédente dans la Royal Navy, est directement promu en tant que second sur une frégate nommée le Charles II, un nom dédié au roi d'Espagne. Ce navire de guerre est principalement chargé de couler un maximum de navires français dans les Antilles, sous la marque, bien évidemment, des Espagnols. Alors que les 4 navires font voile vers l'Espagne pour récupérer les lettres de marque, ils se retrouvent bloqués à la Corogne. Les lettres qui devaient leur être remises tardent à arriver. Alors que les mois passent, les marins commencent à s'agacer, ils ne sont pas payés et la nourriture commence à manquer. Mais Every commence à motiver les marins de son navire et ceux des autres à se rallier à sa cause. Une mutinerie, c'est ce que Every va réussir. Et sans effusion de sang, il profite que le capitaine soit ivre et endormi pour lever les voiles. Une fois le capitaine réveillé, 2 choix s'offrent à lui, rester en tant que second ou prendre une chaloupe pour être déposé à terre. Et son choix a été de refuser l'offre
et le Charles II déposa l'ancien capitaine avec quelques marins. Le seul qui n'a pas le droit de quitter le navire fut le chirurgien. Le Charles II part en direction de l'océan Indien et commence leur piraterie sur quelques navires mongols. Comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, les corsaires, ce que devait être le Charles II, étaient à l'origine des pirates mais avec une autorisation. Avery, avec ses premières prises, réussit à payer les marins, ce qui les calme un peu. Il rebaptise le navire du nom de Fancy. Alors qu'il pille navire sur navire, il arrive même à recruter de nouveaux marins sur les bateaux qu'ils attaquent. L'équipage s'agrandit de plus en plus jusqu'à atteindre 150 hommes. Il fait modifier aussi son navire pour qu'il devienne plus rapide. Mais il reste tout de même traqué par les Anglais. Il aurait fait part de son intention de ne jamais attaquer un navire anglais. Cependant, ceux qu'il recherche ne font pas encore de lui une priorité. À cette époque, les pirates étaient très nombreux. Mais en août 1695, tout va changer. Alors qu'il s'allie avec plusieurs capitaines, 5 au total, et avec 500 marins pirates prêts à attaquer, leur objectif est de s'en prendre à un convoi de 25 grands navires mongols, avec en plus 2 énormes navires, un avec 62 canons et 1100 hommes à son bord, nommé le Ganjisaway. Ce navire appartient à l'empereur mongol lui-même, Aurangzeb. Le deuxième, encore plus grand, se nomme Fateh Mohammad. Il a 94 canons et 800 membres d'équipage. Il est important de préciser que le convoi de 25 navires transportait des pèlerins revenant de la Mecque, ainsi que d'énormes quantités d'argent et de trésors inestimables. L'embuscade fut montée près du détroit de Bab el-Mandeb, une zone stratégique à l'entrée sud de la mer Rouge, entre le Yémen et la Corne de l'Afrique. Cette région était un passage obligé pour les navires mongols revenant de la Mecque et se dirigeant vers l'Inde, ce qui en faisait une proie et une cible idéale pour les pirates. Bien que les 25 navires aient réussi à échapper aux 6 bateaux pirates, leur attaque s'est principalement concentrée sur les 2 plus grands navires, le Fateh Mohammed et le Ganj Isaiway. Le Fateh Mohammed fut attaqué en premier par le Amici sous le commandement du capitaine Thomas Tew. Cependant, Tew fut tué lors de cette bataille. Henry Avery, à bord du Fancy, attaqua ensuite le gros navire et réussit à le capturer. Le trésor récupéré fut déjà énorme. Mais pendant ce temps, le Ganji Isaiway tenta de fuir. Le capitaine Avery ne veut pas se contenter d'une seule prise. Il poursuit le navire avec les 4 autres navires restants et il réussit à le rattraper après 8 jours de poursuite. Dans la panique, un canon du Ganj Isaiway explosa, tuant plusieurs hommes et semant la confusion parmi l'équipage. Le Fancy visa et détruit le mât principal, immobilisant ainsi le Ganj Isaiway. Les 141 pirates d'Avery montent à bord et maîtrisent l'équipage. Les pirates sèment alors la terreur, violant les femmes et torturant les passagers pour leur soutirer les trésors. Sur les 6 navires pirates, seulement 3 participèrent activement à la bataille. Le Fancy, le Amici et le Pearl. Le Dolphin et le Susanna étaient beaucoup trop lents pour rejoindre la bataille à temps, tandis que le Portsmouth Aventure n'y a pas pris part, restant en retrait. Le Pearl participa à l'assaut contre le Ganji Isaiway. Le butin pris sur le Fateh Mohammed s'éleva à environ 40 000 livres, une somme considérable pour l'époque. Quant au trésor du Ganji Isaiway, il était évalué entre 350 000 et 600 000 livres, comprenant de l'or, de l'argent et des bijoux. Lors du partage du butin, 3 de ces 5 navires restants, n'ayant pas participé à la bataille, à savoir le Dolphin, le Susanna et le Portsmouth Aventure, ne reçut presque rien. L'équipage du Pearl tenta de tromper celui du Fancy en utilisant de la fausse monnaie, ce qui déplut fortement à Henry Avery. Mais les capitaines avaient convenu de transporter le trésor à un endroit sur la terre ferme, et le Fancy devait s'en charger en raison de sa rapidité et de sa puissance. Mais un pirate reste un pirate, et Avery attendit la nuit pour lever les voiles et partir avec tout le butin, laissant les 4 autres navires les mains vides. La réponse de l'empereur mongol Aurangzeb ne se fait pas attendre.
Il bloque tous ses ports et les Anglais n'ont plus le droit de commercer avec eux, ce qui mettra en péril toute l'économie de l'Angleterre. La première chasse à l'homme mondiale commence et la tête du capitaine qui vient de créer son nom en tant que roi des pirates vient d'être mise à prix et la somme est de 500 livres. Et l'Angleterre a dû rembourser la totalité du vol à l'empereur, mais ce dernier voulait surtout la tête d'Every. Mais le Fancy fait cap aux Antilles, en direction de New Providence, aux Bahamas, avec tout son magot. Le capitaine change de nom et devient Henry Bridgerman, et il fait envoyer quelques marins à terre pour tenter de convaincre le gouverneur Nicholas Trott de les laisser accoster. New Providence était connu pour être un repère de pirates, et dans sa lettre, il était écrit que le Fancy était un négrier illégal. Voyant une opportunité, Trott, qui craignait une éventuelle attaque française, je vous rappelle que nous sommes en pleine guerre de 9 ans, se rend compte que ces pirates déguisés en négriers pourraient être utiles pour défendre l'île. De plus, il a tiré surtout par l'énorme somme d'argent offerte par Avery, qui équivaut à 3 fois son salaire annuel. Évidemment, il accepte de cacher ses marins sans se soucier de leur véritable identité, puisqu'il sait que c'est Avery qui est recherché et non Henry Bridgerman. Mais lorsque la Royal Navy apprend que Trott est suspecté de protéger des pirates, le gouverneur avertit le capitaine Henry et fait vider le navire de tous ses trésors. Et il le fait détruire. Il se dédouane en disant qu'il ne savait pas réellement qui il était. Le Fancy attrapé, l'équipage se disperse un peu partout dans le monde. Mais 24 se feront attraper, 6 seront condamnés à mort pour piraterie. Avery, lui, réussit à s'échapper, avec un ancien ami, le capitaine Faro, et avec une vingtaine de personnes de son équipage. Leur direction, c'est l'Irlande, vers la fin de juin 1696. Ils ont éveillé les soupçons lors du déchargement de leur trésor, et les 2 hommes ont été capturés par la suite. Avery, quant à lui, a pu réussir à s'échapper une nouvelle fois. Et voilà, nous sommes à la fin de son histoire. Enfin, pas tout à fait. Si je vous dis que c'est la fin de son histoire, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui est arrivé au roi des pirates par la suite. Seulement des hypothèses. Et 3 mystères s'offrent à la fin de son histoire. La première, c'est qu'il réussit à retourner en Angleterre et qu'il se serait fait avoir en vendant son trésor par des marchands véreux. Qu'il se serait retrouvé dans la pauvreté la plus totale et qu'il n'en serait mort. Mais elle serait complètement imaginée d'un écrivain. La deuxième, c'est qu'il serait parti pour Madagascar et qu'il aurait réussi à fonder un repère de pirates. Et la troisième, folle, mais sûrement la plus crédible, c'est plus de 300 ans après qu'on aurait découvert enfin la suite de sa légende, qu'on aurait retrouvé la suite de sa vie. Une lettre codée aurait été découverte par un spécialiste des mers. Henry Avery aurait réussi à acheter un pardon royal et il serait devenu un espion pour la couronne anglaise, pour le roi Guillaume III. Cette lettre aurait été écrite en 1700. Dans ce courrier, destiné au révérend James Richardson, Henry Avery évoque avoir rencontré son contact ce soir-là et avoir travaillé sans aucun soupçon. La lettre indique aussi qu'une réponse devait être adressée à un relais de poste, celui de Falmouth, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Mais le mystère n'est pas totalement levé, car une partie de la lettre est codée et reste indéchiffrable. Dans un passage, Avery écrit « Je ne suis pas du tout inquiet du fait que le tank 29 FB-26 soit hors du T-92 11 597. » Le mystère autour du légendaire roi des pirates n'est donc pas complètement percé. Alors que son histoire se raconte entre marins, un jeune garçon se prend à rêver en écoutant la légende du roi des pirates. Son nom, Edward Teach. Et il se promettait que son nom aurait lui aussi sa légende. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Et vous, que pensez-vous de cette fin? Venez me le dire sur le site Raconte-moi son histoire, ou même
sur les réseaux sociaux, quelle fin serait la plus probable pour vous? N'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter, elle commencera en octobre et il y aura du contenu inédit, unique aux férus de la newsletter. J'espère que l'histoire des rois des pirates vous a plu. Moi perso, j'adore cette époque, c'était l'aventure, mais je pense qu'on ne devait pas vivre vieux. C'était Michael et je vous dis ciao.